Notre séjour à Avignon ne durera qu'une demi-journée, le temps de visiter les deux attractions touristiques les plus connues, le Palais des Papes et le Pont d'Avignon. À la sortie du bateau, nous longerons les quais du Rhône avant de suivre les murailles de la ville, encore intactes, qui ont su protéger la cité contre les envahisseurs, mais aussi contre ce fleuve en crue qui va jusqu'à lécher ses fondations. Nous pénétrerons ensuite dans la ville jusqu'à la place de l'Horloge, avec vue sur la rue de la République, artère principale de la ville, l'hôtel de ville et l'opéra. Puis nous arriverons à la place du Palais avant d'entreprendre une visite de 2 heures à l'intérieur de ce même palais. Le retour se fera par une promenade dans les rues basses avant de pouvoir admirer le très fameux pont d'Avignon, puis rejoindre le bateau par les quais. C'est une enceinte aujourd'hui qui est encore toujours très utile. Alors, de manière générale, il fait généralement assez beau ici dans le sud. Ensoleillé, ciel bleu parce qu'il y a du vent, il y a toujours un petit air. Alors aujourd'hui c'est une brise sympathique, mais vous avez peut-être expérimenté un Mistral un petit peu plus violent. Oh oui. Ah oui, ça fait partie du package. Ouais, le Mistral, c'est vrai qu'on en a à peu près un tiers du temps, hein. C'est 120 jours par an en gros. L'hiver c'est une horreur, hein. C'est vrai que vous avez cette sensation de froid qui vous transperce. L'été au contraire c'est quelque chose de beaucoup plus agréable, c'est de l'ordre de la climatisation naturelle, hein, puisqu'on dépasse les 40 degrés aisément. Mais c'est vrai que c'est un phénomène auquel il faut s'habituer. Il y a aussi une saison des pluies, c'est plutôt novembre-décembre. Vous êtes face à l'église du même nom, l'église Saint-Agricole, qui fait partie de ces monuments religieux qui ont été construits au XIVe siècle lorsque les papes se sont installés ici en ville. Donc c'est un monument hybride, un mélange d'influences sudistes et nordistes. Nordiste pour le côté gothique et sudiste parce qu'on a un monument qui reste quand même assez lourd, assez trapu, assez massif. Et sur votre gauche, vous avez peut-être aussi remarqué le trompe-l'œil. Vous allez trouver ces trompe-l'œil un petit peu partout. Ils sont là pour nous rappeler un événement important qui est le Festival d'Avignon qui se déroule en ville depuis 1947. Donc c'est un événement important, culturel, essentiellement théâtral, mais qui depuis quelques années maintenant accueille aussi du cirque, pourquoi pas, de la musique, mais également de la danse. Alors face à vous, vous avez la rue de la République, hein, qui est l'artère principale de la ville d'Avignon. Donc c'est une artère qui date du 19e siècle, hein, qui a été percée à la même époque que les boulevards Haussmann, les Champs-Élysées. Donc on est vraiment sur une percée assez franche, assez large, avec un alignement des façades. Donc vous êtes entre la place de l'Horloge et ensuite tout au bout la gare SNCF, en tout cas pour les trains plutôt régionaux. Nous traversons maintenant la place de l'Horloge, peu fréquentée à ces heures matinales. Au fond, le carrousel, très souvent présent sur les places françaises. L'hôtel de ville, reconstruit dès 1845, fut inauguré par Napoléon III en 1856. Aujourd'hui en style néoclassique, seule l'ancienne tour de l'horloge de style gothique demeure de la première construction. Ici, une mosaïque du blason d'Avignon. Au XVIIIe siècle, on a fait construire un premier théâtre qui s'est avéré trop petit. Et donc au XIXe, celui-ci, hein, qui est encore l'opéra-théâtre actuel. Avec de chaque côté de l'entrée, à gauche Corneille, un peu somnolent, et Molière sur la droite. Au dernier étage, au-dessus de la mention théâtre, eh bien, on retrouve encore le blason. Regardez, les 3 clés notamment. Alors maintenant qu'on connaît le blason, on devine de côté les aigles et au-dessus la couronne des remparts. Hein, donc je vous le disais, ce blason, on le retrouve absolument partout. Nous nous dirigeons maintenant vers la place du Palais. Mais pourquoi les papes ont-ils quitté Rome ? Toute l'Italie, à cette époque, est en proie à une grande agitation politique. Le roi de France, Philippe le Bel, entre en conflit avec le pape Boniface VIII à propos de taxes qu'il veut prélever sur le clergé. Au décès de ce dernier, il fait élire, non sans intrigue, un Français qui devient Clément V et se sentira bien plus en sécurité en France.
Donc, d'un séjour provisoire à Avignon entre 1309 et 1378, 7 papes reconnus par l'Église vont se succéder. Puis, entre 1378 et 1417, en raison du grand schisme d'Occident, 2 papes supplémentaires y résideront en compétition avec celui de Rome. Pour finir, Benoît XIII, le dernier, quittera Avignon pour se réfugier chez le roi d'Aragon, son dernier protecteur. Une autre question, pourquoi Avignon? D'abord, l'endroit est sûr avec la protection des rois de France. On est sur un fleuve nord-sud, voie importante à l'époque où les routes étaient peu sûres. Marseille n'est pas loin, c'est un port qui permet donc de naviguer en Méditerranée et de rejoindre éventuellement Rome. Et en dernier, mais pas des moindres, c'est l'un des rares ponts sur le Rhône. L'hôtel des Monnaies fut édifié en 1619 et dédié au pape régnant Paul V. C'est le premier immeuble baroque civil d'Avignon, la plus italienne des façades. En quelque sorte, 300 ans plus tard, une autre exportation italienne sur les bords du Rhône. Vous êtes en train de passer la porte des Champeaux, qui est une porte assez ancienne, mais qui ne date pas de l'époque des papes. Bon, elle a bien 400 ans au compteur quand même, cette grande dame. Donc elle est quand même assez ancienne, mais pas aussi ancienne que le palais. La cour d'honneur, qui est la grande cour du palais. On terminera notre visite à cette fenêtre d'indulgence, qui est cette grande fenêtre gothique que vous avez là-haut dans l'angle. Cette fenêtre où apparaissait régulièrement le pape, notamment les jours de Pâques, bien évidemment. La cour d'honneur dans laquelle nous sommes est un petit peu comme l'actuelle place Saint-Pierre, donc l'un des rares lieux ouverts au public. La population attendait que le pape se présente là-haut pour les adresses, les bénédictions traditionnelles, lorsqu'il était également choisi, une fois qu'il avait été élu. Alors vous avez aussi des traces d'une salle qui était creusée même dans la roche, c'est ce que vous apercevez avec ces marches qui y descendent. C'est dans cette cour d'honneur qu'ont lieu de nombreux spectacles du Festival d'Avignon. Lorsqu'il fut évident que les papes allaient demeurer à Avignon, ces derniers décident de se faire construire leur palais. Nous sommes aujourd'hui en face de 2 palais imbriqués l'un dans l'autre. Le palais vieux, en noir sur la photo, construit par Benoît XII, une forteresse austère, massive, reflétant les goûts sobres des cisterciens, et le palais neuf, en rouge, plus fleuri, bâti par Clément VI, aristocrate fastueux, jugeant l'ancien indigne d'un chef de l'Église. Ses successeurs l'embelliront et l'agrandiront. Il aura à la fin 15 000 m², soit l'un des plus grands édifices de l'époque. Sous nos yeux, la salle du consistoire pour la réunion du Conseil des ministres. À cette époque, le pape avait un pouvoir temporel. Il était chez lui à Avignon, après avoir acheté la ville à la reine Jeanne de Naples, comtesse de Provence. Depuis ici, on a un point de vue sur le palais vieux. Le palais de Benoît XII, c'est là où tout a commencé, au XIVe siècle. Donc une architecture assez simple, assez sobre, vous le voyez. Vous pouvez deviner des murs qui restent quand même assez épais. On a des murs qui font de 1 à 4,50 m d'épaisseur quand même. Donc c'est du lourd, c'est du massif. Et puis une architecture militaire, défensive, avec des tours assez imposantes, des crénelages, des archères aussi. Vous imaginez jusqu'à 300 personnes, 300 soldats qui assuraient la sécurité des papes à cette période-là. Alors c'est pas encore la garde suisse, comme on l'a connue aujourd'hui, mais déjà une armée régulière. La suite de la visite, c'est dans la salle des festins ou Grand Tinel. 15 mètres de haut, c'est une des grandes salles du palais des papes. Salle des banquets, et puis une salle qui n'était utilisée que les jours de fête. Les jours ordinaires, où on mangeait en quantité tout à fait normale et raisonnable, on utilisait une salle de dimension tout à fait standard. Le plafond a été refait dans les années 1980, mais à l'identique. On a encore aujourd'hui dans les archives du Vatican tous les documents nécessaires qui ont trait à la construction du palais. Donc on peut réaliser une restauration fidèle à ce qu'a pu être le palais des papes au XIVe,
toute façon, aujourd'hui en France, on a coutume de dire que la restauration s'arrête là où le doute commence. En levant la tête, il vaut mieux pas avoir le vertige lorsqu'on arrive dans la cuisine haute. De cette tour des cuisines, une tour qui fait une cinquantaine de mètres de haut, et vous le voyez, vous avez une cheminée qui est assez impressionnante, qui fait à peu près 18 mètres de haut, depuis la base, depuis les troncs que vous avez aux angles, jusqu'au sommet. Ce type de construction n'a rien d'exceptionnel pour l'époque. On retrouve ce type de construction un petit peu partout en Europe. Vous en avez en France, par exemple à l'abbaye de Fontevraud, vous avez Glastonbury en Angleterre, aussi Sintra au Portugal. Nous entrons maintenant dans les appartements privés du pape. Dès lors, il existe des restrictions du droit à l'image, en particulier pour les peintures et tapisseries. Autrefois, les murs étaient crépis, ce qui rendait la pièce moins austère. Exemple de céramique de l'époque. Voici donc quelques exemples de fresques glanées ici et là. Ici, dans le Palais Neuf, les salles ne sont plus vides. On trouve les statues de divers souverains, les gisants d'Anne d'Auvergne et de Louis II de Bourbon, ainsi qu'un retable. Nous sommes maintenant dans la grande chapelle. Ici est franchement la plus grande, style gothique. On retrouve à nouveau cette voûte sur croisée d'ogives, les fenêtres également ogivales avec une jolie lumière. Aujourd'hui, une lumière qui est exploitée pour des concerts, pour des expositions aussi, généralement en période estivale. Et cette chapelle est beaucoup plus grande que la cathédrale. À la Révolution française, l'édifice avait été séparé en 3 étages pour y loger 900 soldats. Voici ici devant la fenêtre d'indulgence où se présentait le pape face au public qui se trouvait dans la cour ci-dessous. Voici encore des gargouilles du vieux palais. Enfin, quelques vues de la porte d'entrée de la grande chapelle. La visite du palais est maintenant terminée. Place aux boutiques souvenirs. Voici un bel exemple de façade en trompe-l'œil. Le pont Saint-Bénézet, appelé plus couramment pont d'Avignon, fut construit entre 1177 et 1185 sur les restes de culées romaines. Il se situait à la frontière entre les États pontificaux et le Royaume de France et était le seul entre Lyon et la mer, de quoi amasser passablement de péage. Après des destructions dues aux guerres, les inondations le détruisirent en partie à de nombreuses reprises entre 1479 et 1669. Sur le 3e pilier se trouve la chapelle de Saint-Nicolas et en dessous celle de Saint-Bénézet, le petit berger qui aurait, selon la légende, construit le pont au Moyen Âge. La visite d'Avignon se termine sur les quais du Rhône, une zone qui, en mai 2014, fut entièrement inondée par le fleuve jusqu'au pied des murailles.